parler du SOAP qui utilise un appel de méthode à distance, d'accord. Et l'autre type de web service, ce sont des web services de type REST. On les appelle les REST ou RESTful. On reste de manière générale, REST. D'accord. Et donc, les API REST, généralement, on les appelle des web API, des web API. Alors, avant cela, comme chez la tradition chez Microsoft, à chaque fois qu'ils veulent passer chez quelque chose de nouveau, ils veulent toujours critiquer ce qu'il avait, ce qu'il avait avant. On ne va pas échapper à cette règle. Et on va parler, qui est parfois justifié aussi, des limites des appels de méthode SOAP. Donc, comme nous l'avons dit, SOAP utilise le paradigme d'appel de méthode à distance. C'est que sur le serveur distant, vous devez instancer un objet qu'on appelle le proxy. Et lorsque vous instanciez ce proxy, il va vous présenter les méthodes qui sont présentées par le web service. D'accord. Et donc, les messages aussi sont envoyés suivant un protocole de transport. Donc ça aussi, je vais vous reparler de ce protocole de transport. L'inconvénient majeur vient du fait que le client qui interopère avec le serveur doit toujours être à jour par rapport au serveur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, on a utilisé le site de la météo, un site de météo. Nous avons instancé l'objet client, d'accord? Nous avons créé un objet client. Mais si lui, il modifie au niveau du serveur, nous, clients, on n'est pas au courant. Vous voyez? Et donc, l'application client qu'on avait développée il y a quelques jours avec le combo box, etc., peut-être qu'il ne va plus fonctionner. On est très interdépendant, on est très dépendant, disons, du serveur. Donc, il suffit que lui, il modifie des choses pour que nous, on soit obligé de s'adapter. D'accord? Donc, ça, c'est un problème majeur. OK? Le deuxième problème, et qui est un peu plus, disons, inquiétant, c'est que nous, on va utiliser deux objets. Donc, on va instancier un objet qui se trouve à distance. On ne sait pas, cet objet, c'est du code C# qui est à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y a un délégué qui est à l'intérieur ou un événement qui va s'activer, qui va retourner des choses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Donc, on ne connaît pas, disons, généralement, on ne connaît pas cet objet au fond, qu'est-ce qu'il fait réellement. Donc ça peut poser, en plus de ce problème de couplage, ça peut poser un problème de sécurité. C'est bon, est-ce que vous avez tous vu ces deux problèmes ou pas? Je ne sais pas si... Moi, je vois à peu près le truc, mais quand tu dis à la fin que c'est plus devenu un framework pour des protocoles applicatifs qu'un protocole générique, ça veut dire que ouais, c'est que... c'est intéressant que le reste. Non, il n'est pas plus intéressant. Enfin, moi, je pense que chacun a son type d'utilisation. Alors, de mon expérience personnelle, je sais que le SOAP est très utilisé dans le milieu professionnel, dans les entreprises, etc. Vous avez beaucoup d'applications qui tournent sous SOAP, qui utilisent SOAP. Vous avez même des développeurs ou des administrateurs, ou je ne sais pas, enfin des informaticiens en tout cas, qui ne font que supporter ces applications. D'accord? Microsoft aussi a développé un autre outil qu'on appelle BizTalk. Je ne sais pas si vous connaissez BizTalk ou pas, mais c'est juste un outil qui permet de superviser les échanges d'informations via SOAP. Et donc SOAP, avant, certes, c'était un peu compliqué parce qu'il y a le fichier WSDL à écrire, il y avait pas mal de choses à faire. On n'avait pas, disons, un framework qui permettait de faire du développement de manière cadrée. Et depuis que Microsoft a sorti le WCF et qu'il y a eu des évolutions du SOAP, SOAP est devenu vraiment un framework de développement, c'est-à-dire avec toutes les étapes ABC. Donc toutes les étapes, l'interface, les méthodes, etc. Donc ça ne pose pas de problème. Mais le problème, c'est au niveau des inconvénients qui sont cités ici. Au niveau des inconvénients, il y a deux. Il y a le fort couplage, donc ça, vous le savez. Vous savez que dans l'application client, on instancie le client. D'accord? Et le fait d'instancier le client lui-même, ça pose un problème. Ça pose un problème. Pourquoi?
parce qu'il n'est pas injecté, donc il n'y a pas de notification, c'est pas sur un principe de notification, c'est vraiment une instantiation qu'on fait. Donc souvenez-vous qu'on avait dit, ça c'est, je ne sais pas si c'est Ibrahima qui avait fait ça, que dans les communications avec les classes, donc pour que deux classes puissent communiquer sans qu'il y ait un fort couplage, qu'est-ce qu'on avait? On avait, disons, les notifications. Les notifications, c'est avec les events et les delegates. Vous venez de ça. On avait dit que le deuxième type de communication entre les classes pour réduire le couplage, c'était quoi? C'était l'injection de dépendance. D'accord? L'injection de dépendance, c'est quoi? C'est ce qu'on avait fait avec la commande. Donc, la commande, lorsqu'on fait un new ajout commande, qu'est-ce qu'on fait? On lui passe la classe. Donc, on lui passe ici la classe. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'au niveau de votre classe, je commande, qu'est-ce que vous avez? Ça, c'est votre classe, ajout commande. Vous avez ici un private objet de type ViewModel, bon, qui est en ViewModel ou autre. D'accord, que vous avez appelé ViewModel. Avec son getter et son setter. Vous vous souvenez de ça ou pas? Et ici, au niveau du constructeur de cette classe, donc ajout public ViewModel, qu'est-ce qu'on a au niveau du ajout commande, pardon. Donc au niveau du constructeur de cette classe, ajout commande, qu'est-ce que vous avez? Vous passez en paramètre ici l'objet qui fait que vous voulez utiliser pour injection de dépendance. Donc vous avez ça. Et ici, au niveau du constructeur, vous avez list.ça du modèle. Égale ça. Vous vous souvenez de ça dans votre architecture MVVM. Donc, dans votre architecture MVVM, au niveau du ViewModel, on instancié la commande. Ensuite, lorsqu'on instancie la commande, dans votre répertoire de commandes, vous avez la classe ajout commande. Et ici, vous faites une injection de dépendance. Ça veut dire quoi? Qu'à aucun moment, vous ne faites client ViewModel ou autre. En aucun moment, vous n'avez, disons, l'instanciation ViewModel égale new. Donc ça, vous ne l'avez pas. On passait par l'injection de dépendance et cette injection de dépendance me permettait, à chaque fois, au niveau de l'exécute, de can exécute et autres, d'avoir accès à toutes les propriétés publiques de cet objet. Okay? Et donc, pour faire la communication entre les classes, soit on fait des notifications. Les notifications se font avec les interfaces, etc. Donc, souvenez-vous du pattern observer. D'accord? Donc, nous, on l'avait fait souvent avec les delegates, avec le iNotify property change, avec les collections observables, etc., etc. Et donc, c'est ça la bonne pratique, c'est ça. Ça permet de réduire les couplages, on fait des notifications. Ensuite, la deuxième manière de communiquer entre les classes, c'est l'injection de dépendance. D'accord? L'injection de dépendance, c'est quoi? C'est que au lieu que l'autre classe instancie un objet, au lieu qu'une classe B instancie un objet d'une classe A, qu'est-ce qu'on fait? On lui passe cet objet au niveau de son constructeur. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Donc l'injection de dépendance, c'est aussi une forme de réduire le couplage.
Ok. Alors, nous, le problème qu'on a ici, c'est le suivant. Donc, si je veux utiliser mon web service, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un service client 1, d'accord? C'est mon proxy, égale new service client 1. N'est-ce pas? Et donc, lorsqu'on fait ça, pour utiliser les méthodes, on faisait notre ici to-do, on utilise les méthodes, et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On ferme. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on sait que nous avons une unité, un traitement. D'accord? Donc, on l'utilise, on instancie ici, on l'utilise comme on veut, ensuite on le ferme. Alors, nous, ce qui nous pose un problème, c'est ça, cette instantiation. Cette instantiation veut dire quoi? Que nous avons un très fort couplage avec notre client ici, d'accord, et le serveur qui est représenté par cet objet. En effet, si le nom de la classe change, si les méthodes changent, s'il y a quelque chose qui change ici, on va toujours avoir des problèmes. Donc notre client ne va pas, disons, fonctionner convenablement. D'accord? Donc ça, c'est le premier problème. Un couplage fort. Bon, même si ça peut se comprendre, hein, moi personnellement ça ne me gêne pas trop que parfois on ait une instantiation, mais quand même c'est un couplage, d'accord, qui est très fort. Pourquoi? Parce que on instancie ici un objet de type cette classe-là, et si de l'autre côté cet objet change au niveau de sa structure ou autre, ça peut nous impacter. Donc nous avons et la deuxième chose, c'est ce que je viens de dire, c'est le fort couplage. Donc on instancie, et donc s'il y a modification, on est impacté. Et le deuxième problème, c'est un problème de sécurité. Pourquoi un problème de sécurité? Parce que ici, j'instancie un objet de ce type-là, j'appelle certaines méthodes, mais au fond, je ne sais pas. Donc je peux avoir des notifications qui se font à mon insu, je peux avoir un délégué qui est caché là-bas, qui est en privé, qui fait un traitement, je ne sais pas ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut vous poser un problème. Alors, ces problèmes, lorsque vous êtes en entreprise et que vous consommez ce SOAP dans votre entreprise, donc normalement c'est complètement safe, c'est complètement sécure. Pourquoi? Parce que le web service est créé au niveau de votre entreprise, il n'y a aucun problème. Donc normalement, disons, les process de sécurité de l'entreprise, ou je ne sais pas, le développement que vous doit être un développement assez sécurisé, et donc normalement vous n'avez pas ce problème. D'accord? Mais si vous utilisez un SOAP d'une autre personne, par exemple nos amis qui sont à Lille, qu'on instancie, on ne sait pas réellement quel est le code qui est derrière. D'accord? Vous pouvez toujours me dire que déjà on utilise beaucoup de logiciels sans savoir qui est derrière, mais disons c'est un problème qui peut exister. Ok? Voilà, donc ces deux problèmes sont disons des points en moins par rapport au protocole SOAP. Le premier, c'est le fort couplage, et deuxième, le fort couplage parce qu'on instancie un objet dans le client, on instancie le proxy, et le deuxième problème, c'est le problème éventuellement de sécurité que ça peut poser. Okay? Sinon, le SOAP, il est très très bien, donc avec les communications synchrones et asynchrones qu'on va voir, on va voir que vraiment c'est un web service à part entière. Aussi, avec SOAP, on peut faire du REST. D'accord, donc ça, je vous montrerai comment le faire. Et puis, le SOAP est devenu vraiment, en fait, protocole framework de développement applicatif. D'accord? Vous avez vu, on sait bien ce qu'on fait. Nous savons que nous avons une classe qui implémente une interface. Nous savons que cette interface doit contenir c'est un service de contrat. Dans ce service de contrat, nous avons des opérations de contrat. Les opérations de contrat permettent d'exposer les méthodes qu'on veut utiliser. D'accord. Ensuite, nous avons un visual file qui est toujours généré, qui contient plus ou moins, qui est plus ou moins parlant, disons, qui contient quand même pas mal d'informations. Au moins, il a l'adresse de location du serveur.
il montre aussi toutes les opérations auxquelles on peut accéder, le type des objets qu'on peut manipuler, qu'on peut avoir en in, c'est-à-dire en requête ou en réponse. Donc vous avez vu que, en plus, c'est devenu avec de plus en plus simple à mettre en place. Okay, mais il y a une autre technologie qui est le REST. Ok. Alors, le REST, c'est une technologie qui n'est plus. C'est un style d'architecture et donc c'est une technologie qui n'est plus orientée appel de méthode à distance, mais elle est orientée ressources. Donc l'idée c'est quoi? C'est que j'ai une ressource à distance. Cette ressource, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des datas, ça peut être aussi un traitement qui va me faire quelque chose. Mais le mode d'échange que je vais avoir, de base, c'est un mode d'échange orienté aux ressources. Donc si je vais accéder à une ressource, je vais récupérer une ressource, ainsi de suite. C'est l'appellation. Et donc, l'information de base dans une architecture REST est appelée ressource. D'accord? Et ressource, c'est quoi? C'est toute information qui peut être nommée. D'accord? Est une ressource. Et dans un système web, donc ça aussi, c'est pas tout à fait une nouveauté pour nous, parce que nous, on utilise toujours le web. Là aussi, on va exclusivement utiliser du web. Et dans un système web, une ressource, c'est tout ce qui peut être référencé par un lien, donc un URL complet. D'accord? Ça va être une ressource. Alors, la ressource peut être différente à sa valeur à un instant donné. Si vous adressez une ressource de type contenu, le contenu peut changer. Donc, si vous avez un site web qui diffuse des informations, donc la ressource information ou l'article que vous êtes en train de lire, il peut changer donc d'un instant à un autre. Donc la ressource peut se trouver dans des états, disons, différents. Donc dans un état 1, un état 2, un état 3, un état 4. Et donc la ressource est foncièrement différente de sa valeur. D'accord? Et lorsqu'on accède à la ressource, on accède à sa valeur aussi à cet instant T. D'accord? Voilà. Donc, cette deuxième architecture, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une architecture qui est orientée aux ressources. Et cette ressource va être accessible via un URL, d'accord? Par un lien. C'est la conclusion qu'on peut avoir ici. Une architecture orientée aux ressources et la ressource est accessible via un URL. D'accord? Alors, les data résultats des appels d'API web. Donc, lorsque vous appelez, donc vous utilisez du REST pour accéder à des data ou généralement à des données. Les données que vous allez récupérer sont généralement au format XML ou JSON. D'accord? Donc XML, c'est le format de balisage. Et le deuxième format le plus répandu ou le plus utilisé, c'est le format JSON. J'espère que vous connaissez tous du JSON. Personne ne connaît ça, JSON? Pas du tout, je connais pas. Pas du tout, ok. En fait, le JSON, c'est quoi? Ce sont des objets, c'est une structure d'objets qui ressemble à une classe. Donc, je vais vous la montrer tout à l'heure. Je vais vous montrer les JSON. C'est quand même un concept assez fondamental sur tout ce que vous allez faire par la suite. Parce que actuellement, même si avant tous les échanges d'informations se faisaient sous format XML, actuellement, la plupart des échanges d'informations, disons, à un niveau, à un pourcentage très élevé, se font avec du JSON. Le JSON veut dire JavaScript, annotation, JavaScript. C'est comme du JavaScript? Ouais, ce sont des datas, c'est comme ça qu'on l'appelle, JavaScript quoi. Alors, tu connais ça signifie pas JavaScript structure Object Notation? Ouais, Object Notation, c'est ça. JavaScript, Object Notation, ce sont des objets JavaScript.
En effet, c'est une annotation d'objet. Bon, je vais vous montrer ça sur le web, ce sera plus simple. C'est un standard de présentation d'informations. JSON, pays sous format JSON format. Alors, le format JSON, voilà, donc ça va être à peu près comme ça. Donc vous avez des accolades et ensuite vous avez ici des attributs. D'accord? Donc je vais avoir chaque objet est encadré par une accolade. Vous avez une accolade ouvrante et une accolade fermante. D'accord? Et ensuite vous allez avoir des attributs. Donc ici un ID, les attributs sont toujours entre guillemets, suivis par 2 points. Donc j'ai l'ID, le nom, une image, un lien, etc., des likes. Et dans cet objet, je peux avoir des objets complexes, des sous-objets. Donc ici, le cover, c'est un autre objet qui contient quoi? Une source ID, une source, ainsi de suite. Et donc, dans cette structure, je vais toujours avoir un identifiant ici, ici, suivi par 2 points, et la valeur de l'identifiant. Donc l'ID, ici, égale 40, ce chiffre-là. Ainsi de suite. Le username, 2 points, Coca-Cola, trouvé en telle année. Donc c'est ce format-là. Le format, c'est un format, au lieu d'utiliser des balises, il va utiliser des accolades. Ensuite, à l'intérieur, vous allez avoir des identifiants. Chaque identifiant est mis entre guillemets. Ensuite, nous avons les 2 points et la valeur de l'identifiant. Je vais essayer de voir ici une image un peu plus parlante, un peu plus simple. Ça c'est compliqué. On va prendre celui-là. Voilà, donc ça c'est un exemple. Bon, je n'ai pas la tête de l'exemple. Je vais essayer de trouver un objet. Si quelqu'un a trouvé un exemple, si peut le partager, ce sera sympa. J'ai envoyé un lien, sinon. Ouais. DMD. Voilà, on va tester ça. C'est pas le JSON, ouais, c'est déjà un exemple en descendant. Ah, tu veux un JSON, un vrai? Oui, non, c'est bon, ça me va. Ça me va. Bon, c'est un objet un peu complexe, mais ça peut aller. Donc, ici, nous avons par exemple une structure de membres. Un membre, c'est quoi? Dans membre, nous avons un ensemble d'objets, c'est un tableau d'objets JSON. Et donc, dans chaque... Non, oui, c'est ça. Donc, chaque membre, il est constitué de quoi? Dans chaque membre, qu'est-ce que j'ai? Dans ici, j'ai ici une liste de membres. Et chaque objet membre a la structure suivante. Donc, chaque membre a un nom, a un âge, voilà, un identifiant, et il a des pouvoirs, par exemple, d'accord? Donc il a un tableau de 3 pouvoirs. Ah, c'est excellent ça. Ça, c'est un deuxième objet. Oh, c'est excellent. Voilà, donc on va toujours avoir cette structure-là, des accolades, d'entrée, une accolade de sortie, d'ouverture et de fermeture. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va avoir un ensemble d'identifiants, un ensemble de caractéristiques, d'attributs. Ces attributs sont toujours ici entre guillemets, suivi de 2 points et de la valeur.
Donc, name, c'est ça. L'âge, c'est ça. Secret identity, c'est ça, l'identité secrète. Ici, un petit tableau où j'ai 3 éléments. Ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est un objet JSON. Et généralement, sur le web, actuellement, lorsque vous faites du développement et tout, le format d'échange d'informations, l'un des formats d'échange d'informations les plus courants, c'est ce format JSON. OK? Et donc, ce reste, sous-reste, disons, le format le plus utilisé aussi, ça va rester du JSON. Okay. Principalement le JSON, on peut avoir aussi des réponses sous format texte clair, parfois on l'a, mais très rarement. On peut avoir du XML, XML c'est un fichier de balisage, donc on le connaît plus ou moins. Alors, ce qu'on peut avoir aussi, ce sont des flux RSS. Des flux RSS. Des flux RSS, ce sont, je ne sais pas si vous voyez, ce sont des sortes de notifications que vous pouvez avoir. Et puis, c'est un autre format. OK. Donc, pour résumer ici, notre REST, c'est une architecture orientée aux ressources. Et une ressource, c'est tout ce qui peut être identifié par un lien, par une URL. Alors, ça va utiliser du web, uniquement le protocole HTTP. Alors, dans ce protocole HTTP, pour appeler ces ressources, on va utiliser principalement des verbes HTTP. D'accord? Les verbes HTTP sont le get pour récupérer, d'accord? Le put pour mettre à jour, pour envoyer, le post, le delete, et on peut en avoir d'autres. Ok? Donc, pour interagir avec ces ressources, on va utiliser principalement des verbes HTTP. D'accord? Le get, le put, le post, le delete, etc. Ça va au niveau des protocoles HTTP. Je sais que ça, c'est pas trop détaillé pour certains qui viennent de commencer, mais sachez que pour accéder à ces ressources REST, on utilise principalement des verbes HTTP. Okay. D'accord? Get pour récupérer, le put pour envoyer, le post pour envoyer dans un corps, dans un body, on verra ça, comment ça se passe. Le delete pour supprimer, c'est un verbe, c'est un ordre de delete. Okay. Alors, le protocole qu'on va utiliser, c'est une sorte de MVC. Model View, c'est une architecture de type MVC. Donc, la ressource est identifiée sous forme d'URL. L'URL va venir à votre site, donc avec un verbe. Le verbe, ça peut être un get, un put, un post, un delete, etc. L'un des verbes HTTP. D'accord? Lorsque la demande arrive, normalement, elle tombe sur ce qu'on appelle un moteur de routage, un route engine. D'accord? Ce moteur de routage, pour nous, il va être transparent au début, on ne va pas le voir trop. Il va, accéder à un contrôleur. D'accord? C'est le contrôleur qui va récupérer la demande de l'utilisateur. Donc, il va voir que l'utilisateur souhaite avoir, par exemple, la liste des employés, la liste des stagiaires. Il va ajouter un stagiaire, il va faire un traitement donné. Donc, il a besoin d'accéder à une ressource avec ou sans un traitement. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ce contrôleur, il va accéder au modèle. Donc, vous allez avoir aussi généralement un répertoire modèle. Et à partir de ce modèle, il va récupérer le modèle qui correspond à la demande. D'accord? Une fois qu'il a récupéré le format d'information qui est demandé par l'utilisateur ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner un résultat sous format généralement JSON ou XML en fonction de la demande. D'accord? Donc, c'est une approche MVC. Donc, on va avoir un contrôleur, un modèle et un résultat. Bon, sauf que ici, nous n'avons pas de vue. Alors, la vue, ça, c'est un web service. Donc, le web service n'est pas rattaché à une vue. On n'a pas d'IHM. L'IHM, ce sera vous, plus tard, qui va la développer. Ou qui sera aussi le client de votre web service. Donc, ça peut être un client web, ça peut être un client WPF, on l'a fait ces jours-ci. Ça peut être aussi un autre type de client.
Ok. Alors, je pense que là, on va passer au TP. Alors, oui. Donc, ça aussi, il y a une chose qui va changer. Souvenez-vous, lorsqu'on utilisait le SOAP, on avait une console de test qui nous permettait de faire du test localement. Donc, cette console de test, on la perd, nous ne l'avons plus. D'accord. Pour pouvoir tester, disons, notre web API, on va utiliser des clients REST. D'accord, ce qu'on appelle des clients REST. Alors, pour les clients REST, vous avez l'un des clients les plus connus, c'est Atom. D'accord. Sinon, sous Chrome, vous avez aussi un client web que vous pouvez utiliser. Ouais, Postman. Vous avez Postman. Pardon, je pensais à Postman. Vous avez Postman, mais depuis quelques temps. Vous avez Postman que vous pouvez télécharger et vous avez un client REST. De Google qu'on appelle Arc. ARC. Donc, on va commencer par installer Arc. Au Postman que vous voulez. L'interface est quasiment semblable. Donc, pour installer ça, on va commencer par installer nos clients pour pouvoir tester ce qu'on va faire. Donc, on va sur Google, on lance client REST pour Google. Normalement, vous avez ici Advanced REST client. D'accord. Ce client s'appelle Arc. Vous lancez ici l'application. Voilà, donc il va vous donner ici une interface. Oui, ça vous pouvez commencer par le faire. Moi j'en avais ici. Donc c'est une interface assez simple. Tu as marqué quoi comme mot-clé? J'ai mis REST client REST. On l'ajoute à notre browser ou on est sur la page request? Oui, vous pouvez l'ajouter à votre browser. Check, donc on télécharge, une fois qu'on arrive sur la page Advanced REST Client. Oui, Advanced REST Client, normalement vous pouvez avoir ici lancé, soit vous pouvez le télécharger comme vous faites avec Zoom, sinon vous pouvez l'ajouter à votre navigateur. Je pense que c'est ici, moi je... Ok, alors attends. Ok. Ok, c'est bon. Ensuite, alors l'interface elle est assez simple. Vous avez ici vos historiques de demande. Ensuite, là au niveau de votre partie, de cette partie-là, vous avez deux parties. Vous avez une partie request et là vous avez une partie result en bas. Dans cette partie request, vous dites ce que vous voulez, le verbe HTTP que vous voulez utiliser. Ce verbe, il est décrit plus tard dans votre serveur. D'accord? Donc ça peut être un get, un post, un put, etc. D'accord? Ensuite, vous donnez ici votre URL de votre web service REST. D'accord? Vous pouvez le faire en deux parties, le diviser en deux parties, mettre ici ce qu'on appelle l'URL et ici l'URI. Donc ça c'est l'adresse du site lui-même et ça c'est l'URI, c'est l'identifiant de la ressource. D'accord? Au niveau du site. Donc, sinon vous pouvez le faire en celui. Ensuite, une fois que vous l'avez fait,
vous faites un send. Alors, il y a le format de communication ici à paramétrer. Le format de communication, c'est le format dans lequel vous voulez voir vos données. Je veux bien si quelqu'un puisse partager parce que moi le mien il est déjà paramétré, mais sinon ce que vous pouvez faire, vous ajoutez ici, celui-là vous pouvez le supprimer, enfin, je ne sais pas ce que vous avez, mais normalement vous devez avoir ici un petit crayon là qui vous permet d'éditer. Sinon vous devez avoir un petit plus ici. On écrit quoi dans les get? Pour le moment, vous n'écrivez rien. Ah, ok. Ouais. Je... Et ça, c'est quoi exactement, ça, là où on est? Ici, là, où cette deuxième partie-là. Ouais, cette application, quoi. Ça sert à quoi Cette application, ce sera le client de votre web service. D'accord? Il va être le client de votre web service. Voilà. C'est bien Advanced REST Client qui a été téléchargé. Je n'ai pas, vous n'avez pas besoin de la télécharger, vous pouvez juste l'ajouter à votre navigateur. Bon, je l'ai quand même téléchargé. Hein. Oui. J'ai été, voilà. Donc, du coup, quand on a. Excuse-moi si tu peux juste répéter la procédure. Donc si vous l'avez téléchargé, là, pour le moment, on va juste lancer les clients. On n'a pas encore de serveur. Oui, mais qu'est-ce qu'on marque dans la barre d'adresse à côté vous lancez de juste les clients. Normalement, vous devez avoir cette interface. Cher, vous voulez que je partage peut-être pour que vous puissiez... Oui, mais il y a certains qui n'ont pas encore fini, donc je me suis dit que je vais attendre. Ah, mais c'est juste pour que vous puissiez manipuler peut-être. Oui. Ok, très bien. Alors, est-ce que tout le monde est là ou pas? Ouais. En fait, moi, je l'ai juste ajouté. J'avais l'option. Voilà, donc tu l'as ajouté. Normalement, tu as ton interface et elle est fonctionnelle. Donc, monsieur, cette application elle remplace la console qu'on avait avec Exactement. SOAP. Oui, exactement. Donc la console qu'on avait avec SOAP, donc ça c'est un moyen de tester ce qu'on va faire tout à l'heure avec REST. D'accord. Moi j'arrive pas à trouver, je trouve juste là où on peut télécharger. En fait, t'as ça normalement, quand tu tapes REST client, t'as cette page-là qui apparaît et tu mets juste lancer l'application. Bah, moi, en fait, attends. C'est pareil, moi, en fait, c'est pour ça que j'ai téléchargé. C'est parce que je n'avais pas de lancement d'application disponible. Oui, mais c'est pas grave, hein. Si tu télécharges, c'est pas grave, tu l'installes juste chez toi. Non, il n'y a pas de souci. Donc c'est fait, c'est installé hein, déjà. Mais c'est simplement que là, du coup, une fois qu'on arrive sur la première page, j'ai vu que tu avais noté une adresse ou comment. Ah oui, ouais, voilà, le localhost. Mais bon, oui, je ne l'ai pas encore. Ok, bon. Alors,
Il n'y a pas d'autre HTTP, JavaScript, Python, C et Java. Là, on sait ce que ça donne. Les CDI, ça fait longtemps. Hein. C'est bon, vous y êtes? Bref. La présentation n'est pas pareille. Hein. Request. L'intelligence artificielle est une technologie utilisée de manière exponentielle dans le monde. Entre Siri, les voitures autonomes. So today I'm going to teach you how to use advanced REST clients. So simply go to Google, open Google and type advanced REST clients. Now, if you are building an API or you are learning how to build an API, you need to learn about advanced REST clients. So go to Google Chrome and then open it, enter Advanced REST Client and then install it. I've already installed it, so I'll simply launch it. So what I'm going to show you is how to make requests, how to make GET and POST requests. Okay, so when you open it for the first time, or when you install it for the first time, you will likely see a blank screen, or a blank. Alors, les autres, est-ce que c'est bon pour tout le monde, pour les autres? Arrêtez si vous voulez. Pour les autres, est-ce que vous avez votre interface? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui. Ok, très bien. Donc, une fois que vous avez ça, il y a deux choses à faire. Donc, il faut paramétrer ici le get et le post. Hop, je prends ici le partage. Donc, en fait, il faut lui dire le format d'information qu'on veut en get et en post. D'accord? Lorsqu'on fait un get, lorsqu'on fait du post, etc., quel est le format d'information que nous allons échanger? Donc, pour le post, on va aller sur le body. Et dans ce body ici, vous avez le content type, c'est-à-dire le type d'information qu'on va envoyer dans le corps de nos requêtes. Et normalement, vous avez ici le JSON. D'accord. Ensuite, ce JSON, comment on va le visualiser? Est-ce que sous forme de JSON ou sur une autre forme? Voilà, donc un petit paramétrage ici. Ensuite, une fois que nous avons notre client, enfin qu'on a découvert notre client, on n'a pas fini de le paramétrer, on peut passer maintenant à notre application de l'autre côté. Donc on va laisser le client tel qu'il est et on va passer à notre application pour créer notre serveur. Ok, tu peux me redonner s'il te plaît. Oh, pardon, excusez-moi. J'arrête le partage, cher. Donc, allez, donne-moi juste le partage. Désolé.
Ok, donc on continue. Alors, excuse-moi. Oui. Normalement, on doit avoir l'éditeur View. J'ai pas. C'est pas grave, on va passer à notre partie client normalement tout à l'heure. Donc on va s'occuper tout d'abord du serveur, ensuite plus tard on va refaire la partie client. Ok. D'accord. L'idée c'était juste de vous montrer ces clients qu'on va utiliser, que désormais on va avoir un autre type de client. Ok, donc ici dans ce cours, on va voir ensemble deux manières de le faire. Alors, l'outil qui permet de le faire, c'est ASP.NET Web API. Donc, Java. Voilà, donc ce qui vous permet Voilà. Donc, l'outil qui vous permet de voir ça, c'est ASP.NET Web API. Ok, donc ce sera, disons, la technologie Microsoft qui vous permet de faire ça. Alors, une nouveauté par rapport à ça, donc je commence. Dans cette technologie, vous avez deux différentes technologies. D'accord? Vous avez celle qui utilise le .NET Framework et celle qui utilise le Core. D'accord? La démarche, c'est globalement la même, mais elle diffère. Et donc, je vais vous présenter les deux approches. Une approche avec le .NET Framework et une approche avec la version Core. Donc, normalement, vous tapez ici API. Là, on te regarde, hein, on fait pas en même temps que toi, on regarde. Si, vous faites en même temps que moi. Ok. Monsieur, moi j'ai pas API. Tu l'as pas du tout? Quand je le tape, il ressort pas encore. Moi aussi. Moi aussi. J'ai pas la même chose que toi. J'ai le corps, mais j'ai pas l'API. Ouais, j'ai pas l'API comme ça. D'accord. Donc vous ne l'avez pas installé. Donc il faut l'installer peut-être. Alors, celles qui sont disponibles au niveau... Oh non. Vous n'avez pas ça coché? Non, mais j'ai une mise à jour à faire. Moi, j'ai ça coché, mais je n'ai pas l'API. Coché, oui, mais on ne le voit pas. Mais vous ne voyez pas API? Pareil pour moi. Non. Pareil. Ah ouais, c'est bizarre quand même. On voit des choses de plus en plus bizarres. Pourquoi je n'ai pas... Alors, tapez juste ASP peut-être. ASP.NET. Pourquoi je n'ai pas mon explorateur de solutions? Ça, par contre, je l'ai le premier là. Oui, .NET là. Service. Mais le deuxième, j'ai pas. Le deuxième, vous n'avez pas. D'accord. Alors, donne-moi 2 secondes, parce que moi aussi, il y a des choses que je ne vois pas ici. Bon, oui. ASP.NET.
créer des applications ASP.NET Webform, MVC, API Web et ajouter de nombreuses autres fonctionnalités ASP. On va prendre celui-là. Ensuite, tout à l'heure, on va développer. Ce serait bien aussi qu'on développe qu'on travaille sur la partie core, parce qu'avec la partie core, il y a pas mal de choses qui changent. Donc maintenant, on prend l'ASP.NET. Oui, pour le moment, vous prenez l'ASP.NET avec le .NET Framework. Ok. Application ASP.NET. Alors, avec l'ASP.NET, comme avec le ASP.MVC, avec le WCF, vous allez voir que la construction d'API Web va se trouver simplifiée. Donc, Web Application, Web API, avec le framework. Je vais le mettre comme ça. Au fait, tout à l'heure, on cherchait API Web, c'est ça? Oui. Parce qu'en fait, dans application Web ASP.NET, ils disent qu'on peut créer des modèles de projet, enfin, ça permet de créer des applications ASP.NET et aussi forme un MVC ou API Web. Oui, c'est ça. Donc, en fait, les deux. Donc, alors, ça, c'est bon, on va travailler sur ça, mais c'est important aussi que vous avez l'API tout court, celui qui utilise le core, la version core, donc celui-là. Est-ce qu'il s'appelle ASP.NET encore? Application web? C'est autre chose. Non, ça c'est celui-là. C'est autre chose, disons. Celui-là, c'est. Non, j'ai pas le modèle view contrôleur en parenthèses. Ouais, bon, c'est pas grave. De toute façon, si vous ne l'avez pas, on va pouvoir utiliser celui-là. Je pense que tu me parles de. Excuse-moi, c'est bien ASP.NET Framework. Oui, pour le moment, on va travailler avec l'ASP.NET .NET Framework. Avec le .NET. C'est pas ça qu'on devait trouver normalement. C'est-à-dire, c'est pas ça qu'on devait trouver. Non, parce que tu disais de chercher API, non? Oui, je vous ai dit de chercher API parce qu'on va travailler avec les deux. Donc ça, vous devez l'avoir, et vous devez avoir aussi celui que je vous ai présenté, celui-là. En fait, vous allez avoir deux approches. Une approche avec le framework et une approche avec le core. Ok. Ok, et pour le moment, on commence avec ça. En tout cas, moi, je vois les deux. Hein. Ok, bah tant mieux. Donc normalement, vous devez avoir les deux, celui-là et celui-là. Du coup, est-ce qu'on doit rajouter les deux ou... Moi aussi, je trouve pas l'API. Tu ne trouves pas celui-là? Bon, c'est pas grave. Pour le moment, on va commencer par ça, mais plus tard, on va essayer de voir pourquoi on ne l'avait pas. D'accord. Ok. Donc, on va commencer par le ASP.NET .NET Framework. Ensuite, suivant. Vous lui donnez un nom, donc c'est Web API avec le .NET Framework. Et vous allez sur Créer. Alors, une fois que vous êtes sur Créer ici, il vous propose beaucoup de types d'applications. Des applications vides, une application Webform, un MVC, etc. Nous, on va choisir l'API Web. Ok. Ok. Donc, ensuite, pour les authentifications, tout ça, on ne les fait pas. On va sur Create, pour simplifier. Vous les verrez, en fait. Et vous allez sur Create. Donc, une fois que vous avez ça, vous venez ici sur votre application et vous le définissez comme projet de démarrage. Ok. C'est bon pour les autres? Un instant.
Alexandre, tu es là? Oui, je suis là, ouais. Abdilaï, Nadia. Bonjour, oui. Bonjour. Ali, Aman. Bonjour. Amine, Anissa, Corinne, Ibrahim, Nassima, Talia, Marie-Antoine, Hamza, Omer, Tim, Vanak, Yasmine. Ok. Allez, on continue. Donc, une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ici, on va essayer de comprendre ensemble ça. Même si dans le cours d'ASP, vous aurez vraiment une explication très détaillée sur l'ensemble de ces répertoires. Donc ici, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec le Web API, vous pouvez créer, non pas avec l'ASP Web API, vous pouvez développer non pas des applications Web API, mais aussi des applications MVC, parce que vous avez ici un répertoire de vues. Vous pouvez créer, disons, enfin, c'est un concentré pour pas mal quand même de plateformes, de modèles d'application. Raison pour laquelle vous allez trouver ici un ensemble de fichiers. Alors, si vous voulez, je vais passer vraiment à l'essentiel, je vais me concentrer sur l'essentiel. Et puis, l'explication, on la verra, disons, de manière très approfondie dans la partie ASP MVC. Ici, ce qu'on va noter, donc, votre fichier, le moteur de votre Web API, qui était le fichier SVC, devient le global.ajax. D'accord? Ça devient, disons, le moteur de votre application. Non, Amine, on sélectionne ASP.NET .NET Framework. D'accord? Le deuxième, on le fera après. Et donc, puisque nous avons dit que l'approche... Bon, vas-y, partage, Amine. Tu es un peu en retard, il faut essayer de s'accrocher. Ouais, moi aussi je suis un peu en retard. Ouais, mais il faut arrêter au bon moment, pas quand on fait la transition. Donc là, tu sélectionnes Web API, application API. C'est où ça? Où est-ce qu'on sélectionne ceci? Tu as lancé... ouais, je ne sais pas si, Amine, tu peux retourner en arrière. Ouais, voilà. Donc, une minute ici, attends. Et ça, c'est où? C'est quel écran? Créer un projet. Créer un projet. Créer un projet, ouais, je suis dans Visual Studio là. Attends un peu parce que... je suis plus là. Non. Alexandre, tu choisis une écrit API dans le truc de recherche. Là. Donc créer un projet? Ouais. Créer un projet, tu as créé un projet? Ben non. Ben créer un projet alors. Qu'est-ce que tu attendais? Non, ben j'ai pas suivi. C'est tout. Ouais. J'ai eu des perturbations. D'accord. Donc je vais ouvrir un dossier local? Non. Créer un projet. Ouais, créer un projet. Et ensuite? Ensuite, tu sélectionnes ASP.NET .NET Framework. Attends un peu, un minute s'il te plaît. Tu dois avoir à peu près la même chose que Amine là. Oui, voilà, à peu près la même chose. Alors ASP.NET .NET et c'est en C#. Oui. J'ouvre le C#. Ok, et je l'appelle comment? Tu l'appelles Web API. Oui. Ok, là je vois ce que tu vois tout à l'heure, API Web. Web API, ouais. Et tu fais OK. Et j'ajoute pas des dossiers de référence de base? Non, Web Forms, MVC ou API Web? Non, tout ça tu le fais. C'est bon, Amine, tu peux faire OK. Donc API Web, c'est tout? Ouais. Ouais, ok, je te remercie, Ibrahim. C'est Tim, tu vois. Ah, c'est Tim, ok, merci Tim. Pas de souci, ok. Ok, allez, on continue. Donc ici, lorsque vous l'avez, normalement, il va vous créer ici un template d'application dans laquelle vous avez un ensemble de répertoires.
Donc, les répertoires pour nous les plus importants pour le moment sont le contrôleur, le modèle et les vues, on ne va pas les utiliser. D'accord? Pourquoi? Parce que nous sommes sur le web. Là, je suis dans l'application 1.1. Est-ce qu'il fallait appeler ça Web API Framework? C'est pas grave, l'appellation, je vous l'ai dit, sur les appellations de variables, sur les appellations de projets, de solutions, vous êtes autonome là-dessus. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même chose que moi. Tu n'étais pas obligé donc pour répondre à la question. Ok? Et donc, ça va être... Ouais. Celui le plus important, c'était lequel? Pardon. Pardon? Alors, les dossiers les plus importants pour nous sont le contrôleur et le modèle. D'accord. Et Global Apps, ce serait... Alors, je reviens sur ça. Donc, c'est le moteur. Voilà, c'est le moteur de votre Web API. Comme pour le WCF, le moteur de votre web service était le fichier SVC. Donc, celui-là, c'est le moteur de votre, disons, web service. Donc, celui-là aussi, on le verra. Global.ajax. Global.ajax. À côté de ça, vous avez le web config qui contient vos connection strings, etc., l'adresse de votre serveur, de votre base de données, ainsi de suite. OK? Et donc, nous, c'est une application de type MVC. Et donc, on va commencer par le contrôleur. Le contrôleur, c'est lui qui contient, disons, le nom de l'API que vous allez appeler. Dans ce contrôleur, vous avez deux exemples. Un exemple pour le MVC, donc ça, on ne va pas l'utiliser. Vous avez un deuxième exemple pour les API. D'accord? Donc ça, c'est pour le MVC et ça, c'est pour les API. D'accord? Lorsque vous venez sur l'exemple pour les API, ici, vous trouvez ici une classe qui s'appelle Value Controller. Alors, ici, vous avez pas mal quand même de petites nouveautés. Le nom de tous les contrôleurs est postfixé par le mot contrôleur. D'accord? Dans chaque nom de contrôleur, donc values contrôleur, stagiaire contrôleur, client contrôleur, etc. Le nom du contrôleur est toujours suivi par le mot clé contrôleur. D'accord? Et il va hériter d'une classe de base. Ici, par exemple, c'est la classe API contrôleur. Pourquoi? Parce qu'on va développer des contrôleurs. Mais on peut hériter d'une classe contrôleur tout court ou de du contrôleur de base. Donc ça aussi, je vous parlerai de ça prochainement de manière un peu plus détaillée. Donc, tout ce qu'on doit connaître, nous, à notre niveau maintenant, c'est qu'on va utiliser un contrôleur et que ce contrôleur va hériter de la classe API contrôleur. OK? C'est bien. Donc, dans ce contrôleur, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est comme l'interface qu'on avait interface. On a un ensemble de méthodes. D'accord? La méthode get, la méthode get en lui passant un ID, la méthode post, la méthode ici qui s'appelle put, lui donne un ID, etc. Un ensemble de méthodes. D'accord? Alors, oui. Inherit, c'est l'équivalent d'implémenter, c'est ça? Non, c'est un héritage. Alors, vous avez deux choses ici avec les 2 points. 2 points permet de faire un héritage. On hérite une classe. D'accord? Donc, si c'est une classe, c'est un héritage. C'est l'extend. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, l'extend, c'est ce qu'on a dans Value Controller. Moi, c'est ce que j'ai dans. Ah, c'est ça que tu as. Donc, ça, c'est un vous avez en fait. extend. D'accord? Et un extend, en fait. Voilà. Et si c'est une interface, on dit qu'on implémente. Non, je suis dans. Je suis pas dans le bon truc. Ah oui, voilà. Ah, mais c'est pas, c'est moi. Pardon, tout le monde a la même chose que cher? Non, parce qu'en fait, on n'a pas la. Moi, j'ai pas .cs comme cher, j'ai .vb, je pense qu'on n'est pas dans le bon. Ah, mais tu peux les reprendre, hein, dans le contrôleur, en fait, c'est pas des classes qu'on a, c'est des VB. Ah, d'accord. C'est ça, on a des. Ah ouais.
On a tout, ouais, je pense qu'il y a la même chose, vous avez des VB. Ouais, attention, j'ai voulu vous dire de faire attention. C'est quoi des VB? Bah, l'extension des VB, quoi, c'est pas assez cher. Ouais. Tu as choisi le framework dans ton création de projet en VB. Faut que tu reprennes le truc, je pense. Ouais. Pour refaire les choses? Oui, c'est pas grand chose, c'est pas. Il y a juste. Ouais, c'est 2 minutes, hein. Tu fais Visual Studio. Tu peux le même faire ici, Natalia. Donc, viens ici, fais ajouter un nouveau projet. Qu'est-ce que j'ai fait mal? Non, mais c'est pas grave, c'est des choses. Tu vas voir. ASP. Regarde s'il y a bien C#, hein. Et tu regardes. Voilà. Et tu as C#. Le .NET Framework. Ouais. Ok, merci beaucoup tout le monde. Ouais. Ok, normalement, c'est vite fait. Ok. Donc, une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez tester ce template qui est là. D'accord? Pour le tester, on va lancer l'application. Bon, là, ce qu'il faut voir, c'est que ça ne retourne pas du JSON. C'est juste un petit exemple qui ne retourne pas du JSON. Alors, lorsque vous le lancez ici, avec ASP.NET Framework, il a quand même une interface assez conviviale qui va vous dire ce que vous pouvez faire. Donc ça, c'est une interface, disons, qui vous guide sur votre application. Il vous dit que là, vous avez des API et que... Oui. Désolée, je vous interromps, mais quand je l'ai annoncé, moi, il me fait des avertissements de sécurité. Pareil. C'est sécurité. Ah ouais. Ouais. D'accord. Bon, je suis pas au courant. Peut-être que c'était un peu plus... Ok, non, peut-être tu l'as déjà fait, check peut-être. Ouais, je l'ai déjà fait, oui. Peut-être, oui. Qui me demande si vous voulez installer ce certificat. Ah oui, d'accord, c'est le certificat, oui. Oui, c'est... oui. Vous installez le certificat, effectivement. Donc, en fait, pour les serveurs web, pour les applications web, vous avez des certificats. Au moins, le site doit être auto-certifié. C'est ce qu'il vous demande. Ouais. Excusez-moi, donc ça, effectivement. À quel moment vous avez eu la demande de la SMA? Lorsqu'on veut builder. On t'exécute, ouais. Sur le navigateur. Moi, quand j'ai exécuté, j'ai quelque chose. Enfin, j'ai bien la page ASP.NET, mais par contre, j'ai pas du tout la configuration. Enfin, j'ai pas le nom de l'application de quoi que c'est. J'ai juste une page, voilà, qui s'affiche dans mon navigateur. Oui, tu as peut-être la version Core, ça me semble être. Non, j'ai vraiment pris .NET. Hein. Oui. Ouais, mais dans .NET, il y a .NET Core et .NET .NET Framework. Tu peux partager 2 minutes? Oui, je veux bien parce que j'ai pas du tout .NET Core, quoi. J'ai vraiment eu .NET Framework. Hein. C'est vraiment, ah oui. C'est vraiment celle-ci que j'ai prise. Hein. Ben, attends 2 secondes, je partage. Tu vois mon écran là? Oui, là j'y suis. Alors, ok, donc ça c'est très bien. Montre-moi ton écran d'exécution. Alors, attends, il est où? Là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, tu peux le laisser de côté. Normalement, c'est une petite fenêtre. Attends, peut-être que... Est-ce que j'ai plein de fenêtres? Non. Ben, j'arrête l'exécution et je relance. Oui, si tu veux. Le petit carré là. Voilà. Donc, je relance. Et c'est ce que ça me donne. Oui. Donc, tu vas sur API. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc une fois que tu es sur API, clique. Donc là, c'est un help, hein, ça c'est une aide. Donc il te dit que toi, par exemple, ici, tu as 4 API. Donc un get, un deuxième get, un post, un put et un delete. Va sur le get, par exemple. Voilà. Et donc, le get, il te dit que ça va servir à récupérer des informations. Monte un peu, que je puisse voir. Voilà, donc pour appeler le get, monte encore un peu plus.
Voilà. Donc pour visualiser les informations du get, qu'est-ce que tu fais? Tu fais API/values. Alors donne-moi le partage, c'est ce qu'on va tester maintenant avec notre client. Donc disons que ça, c'est juste de l'information, c'est juste de l'aide qu'il nous propose. Donc je viens ici, si je veux faire du get, je dois appeler cette API-là. Localhost, etc. Et puis ça. Donc c'est en ce moment que je vais aller sur mon Postman là, sur Arc, pardon. J'ai mis ici le nom de mon site. Ok. Le nom de mon site, c'est ça, jusqu'à 61. C'est la racine du site, sinon je mets ici, sur la racine. Oui. Excusez-moi, vous êtes allé sur Arc? Oui. D'accord. Donc Arc, il est là. Et là, c'est mon site. Localhost jusqu'à... Ah, ok. Voilà. Donc je viens sur Arc, je fais ça, CTRL-V. D'accord, je laisse le site ouvert, hein, parce que... Ensuite... Je mets le localhost ici. Ouais. Et là, je mets le nom de ce que je veux. Pour récupérer les informations, il me dit, tu fais API values. C'est ce que j'avais ici. Merde. Check, on met dans le post ou dans le get? Dans le get. Donc c'est du get, je le mets dans le get. Et vous envoyez la requête. Attends, ça n'est pas plus évolué. Chemin. Comment t'as eu le chemin là, chef? Pardon? Comment t'as eu le chemin là, le path? Ici là, le path, je reviens sur le help qui est ici. Non, ça je l'ai copié, mais je sais pas où le coller, je vois pas trop, il est par quel chemin. Pour le coller, tu as ici une petite fenêtre, là, un petit triangle. Si tu fais ça, ça viendra se mettre ici, et si tu fais ça, ça permettra de l'afficher en deux temps. Ok. C'est où, Arc? Arc, tu ne l'as pas? On va télécharger là. Faut le télécharger, Arc. C'est le truc client là. C'est-à-dire quoi déjà Arc Ouais, c'est un client REST. Cher, moi j'ai un petit souci en fait. Oui. Hein, je crois que je suis passé un peu trop vite et au niveau du lien là, asp.net, j'ai mon lien qui n'est pas sécurisé. Je sais pas si c'est grave ou pas. Non, c'est pas grave. Je prends le premier lien pour télécharger Arc. Alors, pour télécharger Arc, tu n'as pas besoin de le télécharger. Tu viens sur ton browser. Ici, tu cherches Arc. Alors, attends. Ah, oui. Ça s'affiche. Digital. Monsieur, vous pourriez remontrer s'il vous plaît la page Arc? Ouais, bah tant pis. On va copier, parce qu'il copie pas. Mon micro. Ensuite, tu vas dans Advanced et ici, tu l'ajoutes à ton navigateur ici. Localhost. Ok. Donc il faut faire ajouter à Chrome. Oui. Voilà, normalement vous devez, il va vous retourner des informations ici, donc array 1 values, parce que c'est ça qui était dans votre site. Alors, si jamais vous arrêtez le site ici et que vous lancez Arc, il va vous dire qu'il n'a pas trouvé quelque chose.
Donc ils sont liés l'un à l'autre, c'est ça? Oui. Donc je vous dis qu'il n'a pas trouvé de site. Si vous relancez le site, vous envoyez votre requête, là il trouve et il vous donne un résultat. Ok. Alors, si c'est bon pour vous, on va passer à la deuxième. On peut aller en pause. Oui, sinon on va en pause, on prend une petite pause, on revient après la pause. Pour rattraper. Merci beaucoup. Oui, allez, à tout à l'heure, hein, à 45, 48. Ok, chèque. Non, juste un petit truc, excuse-moi. C'est Oui, vraiment. dis-moi. Donc là, j'ai copié-collé mon localhost dans la barre de recherche. Oui, Arc voilà, ici. Arc. Et donc après, je clique sur Send. Alors, ici, normalement, tu mets la base de ton URL, l'adresse de ton site. Ensuite, tu as ici un chemin. C'est l'adresse du site que tout le monde a fait hier, en fait. Oui, voilà. L'adresse du site, pour le récupérer, tu viens sur ton application, ici, sur la page d'accueil, et tu peux le retrouver ici. Et tu sais, Cheikh, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce que moi, en fait, je suis pas mal en retard par rapport à hier. Hein. Et du coup, je suis pas arrivé, moi, jusqu'à la fin comme tout le monde. Et je vais pas trop retarder. Et en même temps, j'ai quand même envie d'avancer. Et est-ce que tu peux m'envoyer la solution? Enfin, voilà. Comme ça, moi, c'est... Après, moi, je recommencerai ce week-end. Je vois que j'ai pas eu le temps cette semaine de travailler comme j'aurais souhaité travailler. Et donc, du coup, comme ça me permettrait... Bon, ce week-end, je vais recommencer point par point. Mais là, juste pour pas être en retard et arrêter à chaque fois. Non, pas de souci. Hein, je t'envoie le projet. Et puis avec les slides aussi. Parce que ça pourrait aussi aider. Ok. Pas de problème. D'accord. Mais il faut vraiment le faire cette semaine, hein, parce que la semaine prochaine, c'est un peu soft, disons. Mais après, ça va monter. Hein. Déjà, aujourd'hui, ce qu'on va faire avec la partie corps, ça va être un peu plus, disons, pour vraiment être habitué à ce qu'on fait là pour pouvoir bien suivre, disons. Ok. Allez, en tout cas, courage. Donc ici, on récupère l'adresse du site à partir de là. Ensuite, vous venez sur la partie Help. Si vous voulez faire un post. Moi, j'ai pas cette window quand je me tente de me connecter. Tu vas sur API. Ben justement, j'ai pas API, j'ai juste localhost 2.44.361 / API / value dans le path. Ouais, c'est ça. Oui, je sais, ouais. Oui, c'est ça qu'il faut avoir. Je sais que c'est ça qu'il faut avoir, mais ça me lance pas. Ah, tu vas sur Send. Oui. Après, une fois que tu es dans l'API, là, qu'est-ce que tu fais? Alors, juste pour Alexandre, hein, donc lorsque tu as ça, Alexandre, tu fais Send. D'accord? Oui, je l'ai fait, ouais. Ouais, voilà, donc s'il te donne une erreur 200, c'est qu'il a trouvé, en bas, il t'affiche ce qu'il a trouvé. Maintenant, pour Ali. Moi, j'ai 0. The request URL cannot be reached. Donc, tu n'as pas 200. Il n'a pas retourné 200 ici. Vérifie si ton site est bien lancé. Et comment je fais ça? Bah, il faut lancer ton application ici. Ah, ok. D'accord. Bon, pour... lance l'application. Mais là, ça ne marche vraiment pas. Ok, bon, après la pause. Désolé, mais après la pause. D'accord. Sinon, je laisse la fenêtre ouverte. Si tu veux regarder avec tes amis, pas de problème. J'ai fait un partage, Alex. Ouais, fais un partage. Ça retrouve tout à l'heure.
Comment choisir le bon port? Va sur Visual... Ah, tu m'entendais pas là. Va sur Visual Studio. Ouais. T'es sur quel truc? T'es sur Value Controller? Values Controller, ouais. Ah, ok, bah exécute-le. Ouais, c'était déjà exécuté. Stoppe-le et réexécute pour voir. Ce sera plus rapide. Là, t'es sur Microsoft Edge. Ah ouais. Ouais. Tu es arrivé ici. Ouais, normalement, ça doit pas faire ça. Ouais, c'est bizarre. Ah, ben attends 2 secondes. Est-ce que tu as rajouté le module que tu as rajouté là, tes clients machin? C'était sur quel browser? Edge aussi ou sur un autre browser? Peut-être Google Chrome. Bah, refais voir. Là où tu avais ton client. La première page que tu m'as montré quand tu as fait ton partage, je reviens là-dessus. Ouais. Peut-être quand tu me montrais en bas, c'était la première page qu'on a vue là. Voilà ça. Ça c'est sur quoi? Sur Chrome, c'est ça? Ça c'est Can, REST, Arc. C'est sur Chrome que tu as rajouté, oui. Ouais, c'est ça. Reviens sur ton Visual Studio. Et au moment où tu as exécuté, tu peux choisir avec quel browser, donc stop l'exécution. Et là, tu peux choisir, tu vois, là, t'es Microsoft Edge, et là, tu mets Chrome, si tu peux. Ouais, tu peux réexécuter, là. Là, c'est chelou. C'est bizarre. Localhost, peut-être. C'est quoi 44301? Attends, je regarde, moi. Ou t'as pas... Ouais. Il est marqué quoi, attends? La connexion a été réutilisée. J'ai fait la connexion, pare-feu. T'as un bon internet. T'es chez toi ou t'es dans Ranco? Non, je suis chez Ranco. Ah, c'est... Voilà, je sais pas trop, parce qu'au fait... au niveau... ça ne génère pas. Ça va être compliqué, parce qu'en fait, justement, il nous a montré un truc que si ce truc-là, il fonctionne pas, et bah, c'est normal, au fait, que dans l'autre page, là, que t'avais, là, et bah, t'as pas de value, quoi. Et dans la page ARC, t'as pas de value. Donc, faut attendre Karen, parce que là, je sais pas. Mais Ok, bah tant pis, hein, j'ai pas de taper ta pause. Oh, t'inquiète, de toute façon, mais je pense que j'ai pas trop de solutions parce que là, on a fait les choses, il me semble, dans l'ordre, mais le problème, c'est que si la page, elle s'affiche pas, c'est problématique. Normalement, après l'exécution de... l'exécution du truc, ça Alexandre, oui. C'est le même problème à moi parce que le certificat... Il t'a demandé un petit certificat ou pas? Oui, parce que quand tu exécutes, il y a le certificat, il faut le télécharger, là. Moi, j'ai mis oui tout le temps quand ils me demandaient les certificats. Oui, mais tu mets oui, mais ça marche pas. Ah, ça marche pas, je sais pas trop. Parce que moi, ça a marché, c'est juste qu'il m'a envoyé minimum 2 messages d'avertissement. Après, c'est un peu chargé, ça a pris un peu de temps, mais ça a chargé. Toi, enfin, si t'as le même problème qu'Alex, je sais pas trop, il faudra attendre que Cher revienne.
Un instant, je vais passer aux toilettes. J'ai oublié de mettre pause pour le... Oh, je veux pas... C'est...